Alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, là maintenant ça va. Là maintenant ça va. Ah ok, ça va. Frère, Yoroman, c'est moi qui vous parle. Yoroman. Draman, aujourd'hui on va parler de 3 sujets majeurs. Demain c'est demain. Il y en a qui disent que Draman est déjà candidat, il y en a qui... On va vous expliquer ça. Mais en tout cas, on va vous expliquer ça. 4e mandat de Draman. Le Niger a chassé la France. Le président Tchani a mis un gros coup de pied dans le derrière de Macron. Alors où je parle, Macron, il est en l'air. Il va aller tomber quelque part là-bas, bouille à Paris. Gros coup de pied dans son derrière. Le petit Macron. Là, on va parler du sort des immigrés. Je dirais des immigrés en France actuellement. Les Africains, je dirais les étrangers africains en France actuellement. La chasse à l'homme qui les vise aujourd'hui là. On va parler de ça. Il y a un camarade peu d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo et mettez-la partout à travers le monde. Qu'est-ce que vous fous là, putain? Oh. Tu comprends pas là? Qu'est-ce qu'il y a? Camarade, mettez beaucoup de likes, mettez beaucoup de likes, mettez beaucoup de cœur. Depuis quelques jours, mes directs sont attaqués, systématiquement attaqués. TikTok, il paraît que quand tu mets les petites fleurs là, il paraît que ça fait monter le, comment on appelle ça, le live. Mettez les petites fleurs. Facebook, pompez les cœurs, poids. YouTube, allez à partager, mettez les cœurs. Donc, chers camarades d'Afrique, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, a démarré le 2e congrès ordinaire du RADP. Le 2e congrès ordinaire du RADP. On sait comment le RADP fait pour remplir les stades. Le RADP va chercher les gens moyennant les femmes d'Abobo. J'ai confirmation. Les femmes d'Abobo ont eu comme per diem 10 000 francs par personne. 10 000 francs par personne comme per diem. On leur a acheté 2 millions de bérets. 2 millions de bérets. Et on leur a donné 10 000 par femme. Par femme. Voilà. Je ne dirais même pas les femmes d'Abobo. L'union des femmes du RADP là. Voilà. L'UFRADP. L'UFRADP. Elles ont eu 10 000 par per diem. C'est, comment on appelle ça? La femme, la DG de Côte d'Ivoire touriste. La DG de Côte d'Ivoire touriste là. Proche collaborateur de Kandia Kamara là. C'est elle qui a décaissé le jeton. Voilà. Elle s'appelle Condé quelque chose là. Son nom m'échappe un peu. Si elle dit c'est faux, allez dire à la femme là. Condé, proche collaborateur de Kandia Kamara. Directrice générale de Côte d'Ivoire touriste. Que bon connaît dit qu'elle a donné comme per diem aux femmes, comment on appelle ça, à l'union des femmes du RADP, 10 000 par personne. Les jeunes filles, là, elles aussi, elles ont eu 10 000 par personne. Allez lui dire que bon connaît dit ça. Si elle est femme, elle n'a qu'à dire c'est faux. Si elle est femme, elle n'a qu'à dire c'est faux. Tout de suite là. Allez lui dire ça. C'est un défi qu'elle lui lance. C'est un défi. Kandia Kamara, tu as donné l'argent à la femme là, pour qu'elle donne l'argent aux femmes du RADP. 5 000 francs plus petit déjeuner. 5 000 francs plus petit déjeuner ont été distribués aux militants RADP qui ont été ramassés dans les cars, avec les cars. Je répète, aujourd'hui, 10 000 francs par femme. Ça c'est déjà sûr. Je vous parle avec confirmation. Hein.
Il n'y a rien à dire. 10 000 francs par femme. Maintenant, 5 000 francs par jeune militant. Les militants lambda là. Les militants lambda là. On leur donne 5 000 francs plus petit déjeuner. Petit déjeuner, c'est pas 1 000 francs, mais c'est 2 000. Mais en tout cas, 5 000 plus petit déjeuner. Ils n'ont pas dit c'est faux. C'est Karim Ouattara qui s'est occupé de ça. Allez dire à Karim Ouattara dit qu'il a donné l'argent aux jeunes du RADP pour que ces jeunes du RADP recrutent les gens dans les quartiers, mettent à leur disposition des cas de ramassage et leur donnent 5 000 francs plus petit déjeuner. S'il dit c'est faux, si les garçons, il n'a qu'à dire c'est faux. S'ils sont garçons, il n'a qu'à dire c'est faux. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit c'est faux. Yorobman, il s'est mêlé dans leurs mains. Palab qui est au RADP, Palab qui est là-bas actuellement là. Palab qui est entre actuellement là. Est-ce que tu peux t'amuser? Je connais toutes les petites guéguerres. Je connais tout. Ma belle calama, elle est là. Ça sort comme ça sort. Le jeudi dernier, la femme là a ramassé les femmes pour les envoyer au banco. Pour les envoyer dans la forêt du banco. Ouais. Elle leur a donné des médicaments énergétiques. Je dirais des médicaments énergisants. Ce qu'on met dans les comment on appelle ça, les médicaments qu'on met dans les bissab, dans les mariages là, dans les mariages là, les médicaments qu'on met dans les bissab là, qu'on met dans les bissab, qu'on met dans les nyamankou pour garder les femmes en éveil et puis pour les surexciter là, ces médicaments là, elle a mis dans du bissab pour donner aux femmes là. Vous voyez, aujourd'hui, elle était chaude là. Elle était chaude au congrès là-bas là. Mais elle n'était pas seule. Elle n'était pas seule. Elles avaient consommé des substances qui les mettaient dans cet état là. C'est la femme là qui leur a donné ça. La femme de Côte d'Ivoire touriste, c'est elle qui leur a donné ça. On a toutes les preuves ici. C'est pas caféine, hein, quel caféine? C'est des médicaments, c'est des médicaments trafiqués. C'est les trémols là. C'est trémol. C'est les trémols là mis dedans. C'est trémols là mis dedans pour donner aux femmes là. On est au courant de tout ici. Mettez-les que j'ai capable d'Afrique. Si elle dit c'est faux, si elle est femme, elle a dit c'est faux. Je dis, si elle est femme, elle a dit c'est faux. Si Karim Ouattara est garçon, il a dit c'est faux. On demande la tour de contrôle. Il faut être abébé à toutes les versions ici. Les 52 imams là, j'ai pas des hier. Non? Les 52 imams, j'ai pas des hier. Qu'est-ce qui se passe? Mettez les cœurs, Facebook, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je comprends pas là. Ils nous attaquent trop. Mettez beaucoup de cœurs. Mettez beaucoup de cœurs, chers camarades. Mettez beaucoup de cœurs. Alors donc, le RDA a fait la première journée de son congrès ordinaire. Alors, j'avais expliqué d'ailleurs au Kosisi qui avait du mal à comprendre parce que les gens se disaient oui, c'est aujourd'hui qu'ils vont décider de qui est candidat, qui n'est pas candidat. Non. Aujourd'hui, le congrès s'est réuni, ils ont fait un débat. Il y a eu les motions qui ont été lues. Les motions ont été lues en direction de Ouattara pour lui demander d'être candidat naturellement. Pour lui demander d'accepter d'être candidat et d'être toujours le président de leur parti. D'accord? Donc, le congrès a parlé, le congrès s'est réuni, après débat, le congrès a décidé que Ouattara soit le candidat de RADP et que Ouattara soit aussi le président du parti. Ça, c'est le congrès qui demande ça à Ouattara. Le congrès a décidé de demander ça à Ouattara. L'ensemble des décideurs du RADP demandent à Ouattara d'être candidat. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui.
Parce que je vois sur les réseaux, Ouattara est candidat, c'est officiel. Non, c'est pas encore officiel. Ouattara n'a pas encore dit qu'il est candidat. Maintenant, c'est à Ouattara demain, comme il sera là, c'est à lui demain de juger bon ou pas de déclarer sa candidature ou non, ou bien de laisser ça à autre jour, à un autre jour. Je répète ici. Demain, Ouattara va prendre la parole. Ouattara va prendre la parole. Il va décider, s'il veut, il parle. Il faut dire qu'il est candidat. S'il ne veut pas, il ne parle pas. Mais selon Africa Intelligence, selon eux, leurs sources, Ouattara ne va pas dire demain s'il est candidat ou pas. Je répète, selon Africa Intelligence, ce n'est pas moi qui dis ça. Selon Africa Intelligence, Ouattara ne va pas dire demain qu'il est candidat ou pas. Il ne va pas parler de ça. Il va garder toujours le suspense. Mais il va accepter d'être le président du RADP. Là, on est d'accord, non? Vous comprenez, non? Vous comprenez ça? Voilà. Donc, quand demain, si, pas extraordinaire, il a les couilles pour dire qu'il est candidat, si pas extraordinaire, il a le courage de dire qu'il est candidat, alors, une convention sera décidée. Une date de convention sera arrêtée où on va le désigner officiellement et l'installer en tant que candidat du RADP. Vous comprenez ça? Voilà. C'est pas extraordinaire, dit les candidats. Maintenant, il y a beaucoup de sources qui parlent. D'autres sources nous disent que Ouattara ne sera pas candidat. D'autres sources nous disent ça, que Ouattara ne sera pas candidat. Et d'autres sources, et les mêmes sources nous disent que Ouattara va choisir Patrick Kachi comme candidat pour être président. Et puis Ténébrement sera son colistier pour être vice-président. Vous comprenez? Il y a des sources qui nous disent ça. Des sources à prendre très au sérieux. Patrick Kachi sera le candidat et Ténébrement sera comment on appelle ça? Le colistier de Patrick Kachi. Il y a des sources qui nous disent ça. Ça, c'est un scénario. Deuxième scénario, il y a d'autres sources qui nous disent que non, c'est Tchemogo Merlé qui sera le candidat. C'est Tchemogo Merlé qui sera le candidat. Et puis Ténébrement sera le vice-président de Tchemogo Merlé. C'est-à-dire le colistier de Tchemogo Merlé. Voilà les deux scénarios qui sont mis sur la table. Ténébrement, Patrick Kachi, candidat comme pour la présidence, et puis pour la vice-présidence, Ténébrement. Deuxième scénario, Tchemogo Merlé, candidat pour la présidence, et puis Ténébrement, candidat pour la vice-présidence. C'est pourquoi j'ai dit dans mon poste la dernière fois, et dans tous les cas, Ouattara veut imposer Ténébrement comme vice-président. Mais qu'est-ce que Ouattara recherche en imposant Ténébrement comme vice-président? Qu'est-ce que Ouattara recherche? Vous savez, dans notre constitution, quand le président est empêché, c'est le vice-président automatiquement qui prend la place. Ou quand le président décède, c'est le vice-président automatiquement qui gère le pays, qui termine le mandat. On est d'accord? Maintenant, aujourd'hui, chers camarades de l'Afrique, aujourd'hui, Ténébrement, tout le monde sait qui il est. C'est la fiole. C'est la fiole. Ténébrement, c'est la fiole. Donc, quand ils vont choisir ou Patrick Kachi ou Tchemogo Merlé pour être président, ils vont naturellement essayer de faire le passage en force. C'est pas extraordinaire. Je touche du bois que ça ne marche pas et ça ne va pas marcher. Voilà. Mais c'est dans leur chimère, c'est dans leur calcul, c'est leur chemin qui est là. Si Ténébrement, si ils arrivent à faire le passage en force et qu'ils imposent le candidat du RADP à la Côte d'Ivoire et Ténébrement avec, maximum un an après, ils vont tuer le président. Soit Tchemogo Merlé ou Patrick Kachi, ils vont le tuer. Dès qu'on le tue, en même temps, Ténébrement prend la place
de celui-ci et automatiquement Tene Breman devient président sans être élu. Comme cela a été avec le président Harry Truman aux États-Unis, quand Winston Churchill, non, quand Franklin Delano Roosevelt, quand Roosevelt est tombé pendant la Première Guerre mondiale, vers la fin de la Première Guerre mondiale, quand Roosevelt est tombé, Harry Truman a pris le pouvoir. Et c'est Harry Truman qui a continué les pourparlers avec les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous comprenez ça? Cela s'est déjà passé aux États-Unis en 1945. Vous comprenez? Donc, voilà les scénarios qui sont mis sur la place, sur la table. Mais, ce que nous disons à Draman Ouattara, c'est que nous, parce que qu'est-ce qu'il veut? Aujourd'hui, l'opinion ivoirienne est chauffée à bloc. Tout le monde dit, si Draman est candidat pour un 4e mandat, ça va péter. Tout le monde sait. Et lui-même, ses maîtres là, ils savent que si Draman est candidat pour un 4e mandat, ça va péter. Vous comprenez? Donc, le scénario qu'ils peuvent accepter, c'est Tene Breman président. Parce que Tene Breman, c'est Ouattara bis. Vous comprenez? Mais pour que Tene Breman soit président, il faut ce scénario-là. Soit on met Patrick Achi devant lui, ou on met Tomengo Mele devant lui pour qu'il passe. Vous comprenez? Donc ce scénario-là est probablement accepté par l'Occident. Mais, contre toute attente, Ouattara est capable de s'imposer. Il est capable de faire un forcing pour s'imposer, pour être candidat. Il est capable. Mais dans tous les cas, s'il est candidat pour un 4e mandat, on va le chasser. Ça c'est clair. Ça c'est clair déjà. S'il est candidat pour un 4e mandat, on va le chasser. Deuxièmement, s'il choisit de se faire remplacer par soit Patrick Achi ou Tomengo Mele, nous, on est déjà décidé. Babo est notre candidat. Tidjane Thiam est le candidat du PDC RDA. Guillaume Soro est le candidat du GPS. Nous, on est déjà décidé. Et on a déjà signé nos accords pour lutter pour que cela se réalise. Allez dire à Draman que même s'il choisit Ramba Junior, c'est que le petit là, Ramba Junior, comme son candidat, et puis il prend tout le monde le petit là, comme son colistier, et puis il va prendre Grand P, pour être directeur de campagne. Nous là, notre candidat là, c'est Babo. Le PDCI là, son candidat là, c'est Thiam. Le GPS là, son candidat là, c'est Guillaume Soro. Parce que, chers camarades de l'Afrique, on ne peut pas accepter, on ne peut jamais accepter, mais au grand jamais accepter qu'un homme se donne le droit d'éliminer les candidats des gens. Aujourd'hui, le grand frère de Tidjane Thiam, était au congrès du RADP. Le grand frère de Tidjane Thiam, il était au congrès du RADP. Il est RADP. Il a ses documents. Mais lui, il est ivoirien. Mais Thiam n'est pas ivoirien. Alors qu'il a déjà déposé tous ses documents pour pouvoir obtenir son certificat de nationalité. On lui refuse ça. Et tout le monde connaît le cas de Babo. Tout le monde connaît le cas de Babo. La Cour africaine des peuples a ordonné à Ouattara de le réintégrer sur la liste électorale. Mais ils ne veulent pas le réintégrer. Parce qu'ils ont peur. Mais ils savent que si on le réintègre et qu'il est candidat, bien entendu, il va gagner les élections. Donc, ils ont peur. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont peur. Mais, si vous avez peur de Babo et des autres candidats, Thiam et Soro, c'est votre affaire.
Si vous avez peur, c'est votre affaire. Mais les éliminer, les exclure, ça là, vous n'avez pas ce droit. Et quand vous n'avez pas ce droit, et que vous le faites, c'est que vous violez leurs droits. Vous positionnez dans une posture d'oppresseur, de brigand, de voyou. Dans ce cas, vous êtes en train de transformer notre pays en une dictature. Vous êtes en train de transcender notre pays en une autocratie sans précédent. Donc, nous là, on ne peut pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et comme on ne peut pas accepter ça, on va se donner tous les moyens pour que ces leaders-là soient réhabilités. Pour que ces leaders-là soient réhabilités. C'est ça là qui est la réalité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça là qui est la réalité. Donc, ce combat-là, nous allons le mener. C'est pourquoi je voudrais ici saluer la grande marche aujourd'hui du PDC RDA qui a eu lieu à Mans. Le PDC a marché à Mans. Je voudrais saluer le giga meeting du PPACI aujourd'hui à Dabou. Je voudrais saluer ces meetings. Frère, demain c'est demain. Demain, tout va se savoir. Mais moi, je vous dis une chose. Draman ne dira pas s'il est candidat ou pas. Parce qu'on a suivi le scénario Macky Sall. On a suivi le scénario de Macky Sall. Draman ne dira pas s'il est candidat ou pas. Demain, là, vous allez dire, tu nous as dit. Il ne déclarera rien demain. Il ne va se décider. Il ne dira rien demain. Peut-être qu'il va accepter d'être président du RADP. Mais pour dire qu'il est candidat, il ne dira pas. Il va attendre août. Il va attendre août. En tout cas, nous on le suit. Nous on le suit. Frère, voilà. De ce point de vue là, ce que je voulais vous dire. Deuxièmement, chers camarades d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Attends, hier, supprimer ce fils de pétasse là. Voilà. Deuxièmement, le Niger. Le président Tchani m'a fait honneur. Hier. Le président Tchani m'a fait honneur. Le président Tchani m'a donné de la joie au cœur. Le président Tchani m'a fait sentir africain. Hier. Qu'est-ce qui s'est passé, j'ai compris d'Afrique? Le président Tchani a regardé les fesses de Macron. Puis il a mis un coup d'épée dans le pot. Où il était pas là. Macron, il est en l'air. Il est en direction de Paris. Il va aller tomber là-bas. Quand on n'est pas d'accord, quand on va saisir les institutions internationales. Quoi? Terre là, c'est pour vous? Orano, la terre du Niger là, c'est pour vous? Quand il y a qu'il faut fort. Vous êtes dans le pays des gens et vous faites n'importe quoi. Vous êtes dans le pays des gens et vous faites n'importe quoi. Frère, on va ici écouter ce qui s'est réellement passé. Ce qui a poussé le Niger à chasser Orano. Et puis, bon, on va décortiquer au fur et à mesure. Partagez la vidéo là en partie. Partagez la vidéo chez Camarade d'Afrique. Au titre du ministère des Mines, le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance portant nationalisation de la Société des Mines de l'Aïr Somaïr SA. La Société des Mines de l'Aïr Somaïr, créée le 2 février 1968, a démarré l'exploitation de l'uranium depuis 1971 à Arlit, dans la région d'Agadez, est une société anonyme de droit nigérien avec conseil d'administration au capital social de 4,3
48 900 000 francs CFA détenus à 63,40% par Orano et à 36,60% par Sopamine. La Somaïr a pour objet social l'exploitation de l'uranium et des substances connexes sur les périmètres situés dans la concession d'Arlit attribuée pour une durée de 75 ans. La dernière convention minière en date était arrivée à expiration le 31 décembre 2023. De 1971, date de démarrage des activités en 2024, la production cumulée de cette mine d'uranium est de 81 861 TU. La production commercialisée est de 80 518 TU repartie comme suit. Orano a enlevé 86,3% de la production totale commercialisée. Sopamine a commercialisé 9,2% de la production totale commercialisée. Selon l'entente faite par les actionnaires, l'uranium produit par la Somaïr est enlevé par les actionnaires au prorata de leur participation respective. Mais les chiffres mentionnés au précédent paragraphe sont très loin de refléter, comme on le constate, cette règle de partage. En plus, depuis les événements du 26 juillet 2023, Orano a entrepris plusieurs actes visant à arrêter les travaux d'exploitation au niveau de la Somaïr. Ainsi, elle a fait rapatrier tous les ressortissants français travaillant à Somaïr, abandonnant ainsi leur poste sans préavis. Lors de plusieurs sessions de conseil d'administration extraordinaire, Orano a tenté à travers ses représentants de prendre la décision d'arrêter la production de la Somaïr. Depuis la tenue du conseil d'administration de décembre 2024, Orano a annoncé avoir perdu le contrôle de la Somaïr et a par la suite porté plainte contre l'État du Niger devant le CIRDI le 20 janvier 2025. Le 4 décembre 2024, Orano a déconnecté le système informatique de la Somaïr du réseau global du groupe, ce qui l'a rendu non opérationnel et a résilié toutes les licences sans préavis. Orano a même tenté de vendre ses parts dans la société. Outre tous ces actes irresponsables, Orano, actionnaire majoritaire de la Somaïr, a mené plusieurs campagnes d'intoxication pour créer des problèmes entre la société, ses fournisseurs, ses clients, ses sous-traitants et ses employés. Par ailleurs, l'actionnaire Orano, qui a exploité la mine de Cominac de 1978 à 2021, a depuis la fin de l'année 2024 décidé d'arrêter les travaux de réhabilitation du site de la Cominac qui est en fin d'exploitation à partir du 31 mai 2021 en violation d'une exigence légale. Face à ce comportement irresponsable, illégal et déloyal d'Orano, société détenue par l'État français, un État ouvertement hostile au Niger depuis le 26 juillet 2023 et soutenant le terrorisme dans le Sahel, l'État du Niger décide en toute souveraineté de nationaliser la Somaïr. Cette nationalisation va permettre une gestion plus saine et plus durable de la société et par conséquent la jouissance optimale des richesses issues de leurs ressources minières par les Nigériens. Ainsi, par cette nationalisation, les actions et le patrimoine de la Somaïr sont intégralement transférés en toute propriété à l'État du Niger. Les détenteurs d'actions transférées à l'État bénéficient d'une indemnité en compensation des actions détenues dans le capital de la Somaïr en tenant compte de toutes les obligations légales qui leur incombent à l'échelle nationale, notamment les frais de réhabilitation des sites miniers. Le conseil d'administration de la Somaïr est dissous et il est mis fin en conséquence au mandat des administrateurs. En attendant le transfert effectif de la gestion de la société aux nouveaux responsables, la direction générale actuellement en place continue d'assurer la gestion de la société nationalisée. Non, tu as dit c'est 10. Tu as dit c'est 10, c'est 10, c'est 10. Yeri, tu as dit là, quand tu es fâché contre les... Quand tu es fâché, et puis tu penses aux actions que Tiani mène dans le panafricanisme, mais tu te calmes parce que il y a espoir. Somaïr,
C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ont voulu paralyser l'entreprise. Ils déconnectent le système informatique de l'entreprise. La Somalie, eux, ils ont 64% dedans, à peu près 64% dedans. Et puis, la Sudène nigérienne, Sopamine, a 36% dedans. Mais quand on vous dit, Sopamine là, Sopamine même qui est Sopamine là, Sopamine vend son uranium à qui? À même Orano là. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on t'explique en détail ce que le Niger gagnait, on dit le Niger a 36%, c'est faux. On dit le Niger avait 36%, officiellement, hein, mais c'est faux. Quand tu rentres dans les détails, le Niger ne gagne même pas 10% dedans. Quand tu rentres dans les détails, le Niger ne gagne pas 10%. Maintenant, le président Tchani a mis des garde-fous pour permettre au Niger d'avoir effectivement les 36% dedans. Est-ce que vous dès qu'ils ont vu ça net, ils sont fâchés. Et comme ils sont hostiles au régime qui est là, et qui savent que l'uranium apporte gros au gouvernement nigérien, donc il faut créer un manque à gagner au gouvernement nigérien. Pour amener le gouvernement nigérien à connaître, on va dire, des déficits au niveau de son budget. Pour créer un trou dans le budget, frère, de l'État nigérien. Donc, ils ont commencé à mettre les crocs en jambes à l'État nigérien. Bon, Tchani, lui, il n'entend pas. Quand lui calcule, quand il voit que tu es faux, il dit arrêtez mon tout. Il a arrêté. Il a arrêté tout. Il dit transférez-moi tout ici. Ils arrêtent de travailler. Ils arrêtent de travailler et ils s'en vont à Paris. Pour bloquer l'entreprise. C'est ce qu'ils avaient fait en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a poussé le président Gbagbo à nationaliser la BCC et la SGBCI. Les deux banques françaises. Frère, ils avaient fermé les banques. Alors que les fonctionnaires devraient être payés. Alors que le gouvernement avait viré l'argent des fonctionnaires. Et comme les fonctionnaires, pour la plupart, avaient leur compte logé dans ces deux banques françaises, donc en bloquant le système bancaire à ce niveau-là, et en partant à Paris, ils allaient empêcher d'une manière ou d'une autre l'État de payer les fonctionnaires pour amener les fonctionnaires à se soulever contre le pays. C'est la même chose qu'ils ont fait au Niger. La même chose. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc le président Tchani a vu ça et dit hey, vous, vos chemins bidons, vous tous quittez ici. Quittez ici. Les a chassés tous. Donc la société est désormais nationalisée. La société fait partie maintenant du patrimoine de l'État. La direction est dissoute. Tout est dissous. On va chercher maintenant des hommes intègres pour les mettre là-bas afin qu'ils puissent gérer l'entreprise étatique nigérienne. Maintenant, là, et je voudrais m'adresser un peu aux Nigériens. Parce que le combat du Niger, là, c'est difficile. Hein? C'est vrai que tous les 3 pays de l'AES, leur combat est difficile. Le combat est difficile à tous les niveaux. Mais au Niger, là, c'est très pénible. Parce que déjà, l'embargo que le Niger a subi, je ne sais pas si un pays dans ce monde a déjà subi ça. Bon, nous, on a subi ça. Nous, on a subi ça en 2011. Ils ont bouclé sur nous. Médicaments, même
même les produits pétroliers ne rentraient pas. Les banques étaient... Nous, on a subi ça. Mais pour le Niger, là, a duré. Et c'était pénible. Et c'est toujours très pénible. Donc, il y a les Nigériens qui veulent voir le bout du tunnel. De là à là. Ils veulent voir le bout du tunnel rapidement. Mais c'est un combat de longue haleine. C'est un combat de longue haleine. Parce que quand toi déjà sorti, l'ennemi te tend des pièges. Au moment où tu as fini de contourner ce piège, et te tend un autre piège. Donc c'est difficile au Niger. C'est plus difficile au Niger que dans les deux autres pays. Non seulement les deux autres pays, eux, ils ont amorcé leur révolution avant le Niger, mais le Niger a plus subi de dommages que ces pays-là. Parce que c'est vrai que le président Roch, ensuite Damiba et le président Ibeka étaient des gens du système france-africain, mais Bazoum était pire. Bazoum était pire. Bazoum travaillait même avec les... Bazoum est comme Draman. Bazoum était comme Draman est aujourd'hui. Il faut que les Nigériens s'arment un peu, fassent preuve de patience. Il faut que les Nigériens fassent un peu preuve de patience. Parce que l'ennemi profite des petites guéguerres ici et là pour essayer d'amplifier, amplifier, et puis jeter le trouble dans l'opinion nigérienne. Donc, les Nigériens doivent faire attention. Et ils doivent beaucoup communiquer. La société civile nigérienne doit beaucoup communiquer pour éveiller les consciences et éclaircir les choses au peuple. Il faut communiquer avec le peuple. Il faut parler avec le peuple. Et ça, c'est le rôle de la société civile. C'est le rôle de la société civile. Je pense qu'ils font bien leur travail, mais il faut amplifier parce qu'au Niger, c'est beaucoup plus difficile. Le Niger, c'est le réservoir de ravitaillement de la France en électricité. Le Niger. Est-ce que vous savez qu'il y a des richesses au Niger que la France, non seulement elle-même se refusait d'exploiter, mais refusait à tout le monde d'exploiter. La France refuse à tout le monde d'exploiter le Niger. La France considère le Niger comme sa propriété. C'est vrai que oui, elle considère les autres pays comme ça. Mais au Niger, elle avait mis un accent particulier sur le Niger. Oui. Donc, c'est difficile. Il faut patienter. Le peuple Niger, il faut patienter un peu. Il faut accompagner le président Tchani. Regardez aujourd'hui en France. Regardez aujourd'hui en France. Kamala mettait le cœur. Ils ont restreint mon TikTok là, soit disant que moi je profère des discours haineux. Des haines les bâtards là. Donc, mettez le cœur parce qu'ils sont en train d'attaquer le direct. Regardez aujourd'hui en France. Regardez en France aujourd'hui. Les Africains étrangers qui n'ont pas encore reçu les titres de séjour des mains de l'État français sont aujourd'hui pourchassés. Sont aujourd'hui victimes d'une chasse à l'homme qui ne dit pas son nom. Ils pourchassent nos frères. Et quand tu regardes les étrangers qui sont pourchassés, c'est beaucoup plus les Noirs et les Arabes. C'est beaucoup plus les Noirs et les Arabes. Mais il y a beaucoup de personnes
de notre camp, de l'opposition, qui se méprennent sur cette situation. Ils disent non, ils n'ont qu'à les chasser. Ils vont rentrer chez eux en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils disent que Dramane Ouattara a travaillé, c'est ceci, c'est cela. Mais vous vous méprenez. Parce que dans tous les deux camps, il y a des sans-papiers. Dans tous les deux camps, il y a des sans-papiers. Déjà, ne vous méprenez pas. Et puis deuxièmement, il faut que les Africains comprennent ce qu'on appelle le panafricanisme et la solidarité entre Africains. Ça là, il faut qu'on comprenne ça. En 1937, quand l'envahisseur japonais a lancé son opération d'invasion de la Chine, à ce moment, il y avait une guerre fratricide entre Chiang Kai-shek, qui était l'autorité légale de la Chine, et le grand Mao Zedong. Mao attaquait Chiang Kai-shek avec sa rébellion communiste. Mais quand l'envahisseur est tombé sur la Chine, Mao a retourné les armes contre l'envahisseur et il est allé se rallier à Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, c'est lui qui a fondé la Taïwan. Ouais, Taïwan là. C'est Chiang Kai-shek qui a créé Taïwan. Vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, l'ennemi de l'Afrique s'appelle la France. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et aujourd'hui, l'ennemi est en train de pourchasser nos frères sur sa terre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Parce que si vous vous rappelez, en 2021, j'avais annoncé ça. J'avais annoncé ça. J'avais dit que le gâteau français aujourd'hui permet de nourrir un peu tous les habitants de la France, y compris les Noirs et tous les étrangers. Mais un moment arriverait, le gâteau serait maintenant petit pour tout le monde. Et donc quand ce moment va arriver, ils vont chercher à exclure de la table certaines personnes. Et ces personnes-là, ça sera les Noirs et les Arabes. Je l'ai dit depuis 2021, mais les gens ne suivent pas. Depuis quand j'ai vu l'élan de solidarité des Africains à travers le monde envers le Mali, contre l'impérialisme, ça c'était d'abord le Mali seul. J'ai dit ça va chauffer. Parce que cet élan-là va amener les autres pays à prendre leurs responsabilités et à basculer du côté du panafricanisme. Vrai. Et aujourd'hui, 3 pays qui représentaient un réservoir considérable pour la France en termes de matières premières ont pris leurs responsabilités et ont coupé le cordon ombilical. Donc automatiquement, il y a un manque à gagner. Aujourd'hui, courant est devenu tontine en France. Quand on coupe les lampadaires à Ville-Saint-Georges aujourd'hui, demain on coupe à Saint-Denis. Après demain on coupe à Stein. Après on coupe les lampadaires là. On ne gagne pas tous les lampadaires comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'uranium pour alimenter les centrales. Ou l'uranium coûte cher. Donc il faut réduire la consommation de l'électricité. La vie devient chère sur les Français, sur les Africains, sur les habitants de France. Pourquoi? Parce que
la sécurité sociale est en train d'être pompée. Est-ce que vous comprenez ça? Je l'ai dit. Il dit ça va chauffer. Donc aujourd'hui là, les Africains qui rient de ceux qui n'ont pas encore leur papier et qui ont pourchasse en France là, ça va venir vers vous. Ça va venir sur vous. Il a dit, ça va venir sur vous. Nous là, nous on a les informations. Il y a des gens qui sont en France depuis 30 ans. On leur a arraché leur papier. Il n'y a pas dit, depuis 30 ans, on leur a arraché leur papier. Et ils sont dans le discours pour récupérer leur papier. Aujourd'hui, ils parlent. Aujourd'hui, ils parlent. Ce n'est pas une question de ceci. Non, 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 c'est une question de gâteau. Ils ont mis le gâteau sur la table et ils voient que tous ceux qui sont en France là, on ne peut pas les nourrir tous. Donc il faut chasser d'autres. Et le gâteau là continue de se rétrécir. Ça continue de se rétrécir. Quand ils vont finir avec les sans-papiers, ils vont vous attaquer. Donc c'est maintenant qu'il faut manifester une solidarité agissante envers nos frères qui sont en train d'être pourchassés. Qu'ils soient RDO, qu'ils soient ceci, qu'ils soient cela. Il faut déjà transcender les clivages partisans et puis aller dans une convergence de vues au niveau panafricaniste. Il faut qu'on se mette ensemble en tant que panafricanistes. Avant que les événements qui m'ont visé n'arrivent, je vous ai dit que j'ai été convoqué, invité par 2 gars de la préfecture. 2 gars de la préfecture, Manu et puis je crois Raoul, qui m'ont invité et qui devraient faire un rapport au ministère de l'Intérieur. Ils m'ont demandé de déposer plainte contre ceux qui me menacent. Je leur ai dit oui, pour me libérer. Mais dans ma tête, j'ai dit je ne vais jamais porter plainte contre mes frères à cause de vous. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est la RDR. On dit de porter plainte contre RDR. Je ne porte pas. Parce que je ne peux pas m'associer à l'oppresseur contre mon frère. Même si, par moment, mon frère, de façon superficielle, il me combat. Mais, ça me fait mal. Mais c'est parce qu'il n'a pas compris. S'il comprend, il va arrêter de me combattre. Et aujourd'hui, ils sont en train de comprendre. Ils sont en train de comprendre que ce pourquoi nous nous battons, est noble. Nous nous battons pour un combat. Nous sommes dans un combat noble. On ne veut pas que les Blancs viennent voler nos ressources pour aller se créer un confort chez eux pendant que nous, on est dans la précarité et châtiés par cette précarité, on soit obligé de quitter nos pays pour aller chez eux, pour aller subir l'esclavage et après ça, quand ils sont fatigués de nous, ils nous chassent. Ça, nous ne voulons pas. C'est le combat qui est là. Mais les gens ne comprennent pas le combat. Les gens pensent que on n'aime pas Ado parce que sa bouche est penchée. Non, ça n'a rien à voir. On n'aime pas Draman parce qu'il travaille pour l'Occident. C'est ça là qu'on ne veut pas. Regardez aujourd'hui. Au Burkina Faso, on nationalise les entreprises. Au Mali, on nationalise les entreprises. Au Niger, on nationalise les entreprises. Pourquoi on le fait? Parce que le partage n'est pas équitable. Le partage n'est pas équitable. Regardez le gisement baleine. Regardez le gisement baleine. Non seulement on n'a pas de contrôleur sur le site
pour voir combien de barils vont par jour. Non seulement on n'a pas, mais ce qu'ils déclarent là, nous on a 12% dedans. C'est pas équitable, on nous vole. Or, si on arrive avec le gisement baleine seul, on laisse le café tout ça là, avec le gisement baleine seul, Ivoirien ne va plus aller se chercher en France, jamais de la vie. Si je vous dis, gisement baleine seul, on prend gaz, on prend pétrole. Le gisement gaz baleine là, c'est le gaz et puis le pétrole en même temps qu'on exploite ensemble. On liquéfie le gaz, on prend le pétrole et puis on envoie 6 bateaux en même temps. Ça arrive en Côte d'Ivoire, on envoie directement en Europe. On ne contrôle pas. Or, si on met des contrôleurs là-bas, mais pourquoi aujourd'hui au niveau du Bénin, l'oléoduc des Chinois là, pourquoi le projet est stoppé? Parce que Talon ne voulait pas de contrôleur. Il ne voulait pas de contrôleur, il voulait voler avec les Chinois. Mais Tchadi dit qu'il y a contrôleur pian, ils ont pris les contrôleurs pour les mettre en prison pour dire que c'est des terroristes. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait contrôle. Aujourd'hui, là-bas, il n'y a pas de contrôle. S'il y avait contrôle, et qu'on rediscute l'accord, et que nous, les Ivoiriens, nous avons 50%, 50 seulement. Le Mali, dans son nord, le Mali a 62% dans l'exploitation de son nord. Le Mali a 62%. Avec l'entreprise Yadran, la raffinerie que le Mali est en train de construire, le Mali a 62%. Mais nous, si on a, je prends 50% dans l'exploitation là, l'Ivoirien n'aura plus besoin d'aller se chercher en Europe. Mais allez-y sur les Champs-Élysées. Allez-y devant l'Arc de Triomphe. Allez-y dans les restos sur les Champs-Élysées. Vous allez voir des Qataris, des Émiratis, des Saoudiens, même des Turcs. Vous allez les voir en train de faire des photos, en train de manger des caviars, en train de dormir dans les hôtels de luxe. Qu'est-ce qui leur donne ça? Le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz. Et nous, on n'a pas ça. On a le pétrole, on a le gaz, on a le cacao, on a le café, on a l'anacate, on a le bois, on a le diamant, on a l'or. On a tout, manganèse, lithium, on a tout en Côte d'Ivoire. Et c'est nous, on est en train de chasser comme ça en France. Nous qui avons tout sous notre terre et sur notre terre, c'est nous qu'on est en train de pourchasser comme ça en France. Voilà le sens de notre combat. C'est le combat qui est là. Vous voyez, non? C'est le combat là qui est là. C'est pour vous, on se bat. C'est pour vous, on se bat. Mais les gens ne comprennent pas et ils nous insultent, ils nous attaquent. Mais moi, je ne vous en veux pas parce que il faut expliquer aux gens pour qu'ils puissent comprendre les choses. Et s'ils ne comprennent pas les choses, ils vont se méprendre toujours. Et ils vont prendre des postures bizarres. Vous comprenez ça? Donc, je demande à ceux qui se moquent de nos frères aujourd'hui de ne pas se moquer. De manifester de la solidarité envers eux. Parce que c'est des étrangers en quête de survie, de moyens de survie. Il ne faut pas se moquer d'eux. Il faut manifester de la solidarité envers eux. Il faut les soutenir comme on le peut. Vous voyez, moi je suis en bonne position de me moquer d'eux et de les attaquer. Puisque quand j'ai eu mon problème, quand la France et Draman ont tenté de m'éliminer, les gens ont dit que non, c'est problème de papier, c'est problème de papier. Les gens ils ont crié sur tous les toits. Sans papier, ceci, cela. Mais en réalité,
Regardez comment les sans-papiers sont contrôlés. C'est les bouches de métro, on va les attendre là-bas. Sur les chantiers, on va les attendre là-bas. Dans la rue, on va les attendre dans les gares. Mais moi, un dispositif qui est venu se positionner, de 14h jusqu'à 21h pour m'attendre. On ne gérait pas sans papier. On ne gérait pas sans papier. On voulait éliminer Babo Kone. Parce que Babo Kone a compris le combat. Et il est en train de mener le combat avec détermination et abnégation. Vous comprenez ça? Parce qu'ils ont compris que Babo Kone est en train de mener le combat avec détermination et abnégation. Ils m'ont demandé de porter plainte contre vous. Il y a un Waworo qui est parti comment on appelle ça, à Massi Palenzo, pour aller dire, oui, Babo Kone, je suis venu te chercher, si tes garçons sortent, viens me trouver ici, on va par là. C'est eux qui m'ont montré la vidéo. Les blancs, les gens de la préfecture, c'est eux qui m'ont montré la vidéo. Et ils m'ont demandé de porter plainte. Moi, je ne porte pas plainte. Non, pourquoi je porte plainte? Contre mon frère. Pour faire plaisir à Blanc, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je le dis encore et je le répète. La révolution que nous menons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un combat contre RDR. Ce n'est pas un combat contre RDR. Ce n'est pas un combat contre les militants RDR qui souffrent comme nous. C'est un combat qu'on mène contre l'impérialisme. C'est un combat que nous menons contre ceux qui vous pourchassent aujourd'hui. C'est ça notre combat. C'est ça notre combat. Et comme moi, je suis prêt à tout pour pouvoir mener ce combat. Donc, j'ai quitté le pays. Et je ne suis pas à l'aise ici. Oh, j'ai vu le mendiant Makoso qui s'est exilé maintenant, qui s'est auto-exilé, je dirais, en Guinée, qui fait la mendicité en Guinée. Non, la France, c'est moi. Frère, c'est passé, on ne parle pas tout. Moi, ici, là, moi, il me demande qu'est-ce que je foutais encore en France. Parce que j'ai la paix du cœur. J'ai la tranquillité. Je l'ai regardé au-dessus de mon épaule. Je suis tranquille. Puis je vis au calama. Puis fouetté. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis au calme. Ça, c'est une réalité. Donc, voici le combat. Ne vous moquez pas d'eux. Ne vous moquez pas de nos frères. Ne vous moquez pas de nos sœurs. C'est les blancs qui refusent de leur donner papier. Et c'est ces mêmes blancs qui les pourchassent. Et quand ils vont finir avec eux, ils vont venir vers vous. Quand ils vont finir avec eux là, les noirs là, ils vont venir contre les noirs. Ils vont venir contre les arabes. Même si vous avez papier, ils vont vous arracher vos papiers. Je le dis, écrivez quelque part. Marina est là. Depuis 2021, j'ai dit ça. Depuis 2021, j'ai dit, allez-y investir en Afrique. Allez investir en Afrique. Votre argent là, envoyez en Afrique parce que la France va tomber. 2030, c'est loin. 2030, c'est loin. La France est en train de dégringoler. Elle est en train de tomber. Elle ne peut pas tenir. Elle est dans une situation intenable. Elle volait l'argent. Elle volait les riches. Elle prenait gratuitement les... Même l'uranium, Somaï, l'entreprise Somaï, il n'y avait pas de contrôleur. C'est-à-dire que les Français, là, ils pompent l'uranium qu'ils veulent. Ils pompent. Et puis ils chargent. Et puis ils envoient.
Et puis ils prennent 2 conteneurs et puis ils disent, c'est ça là qu'on a exploité cette année là. Vous voyez les barils qu'on a pris cette année. Tout le reste là, ils volent. Mais il y a l'ancien premier ministre, je crois que c'est l'ancien premier ministre congolais là, de Sassou Nguesso de Congo Brazzaville là. Mais il a dit, l'exploitation du pétrole du Congo Brazzaville, il n'y a pas de contrôleur qui va là-bas. Il n'y a pas de contrôleur. Il n'y a pas de contrôleur. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Regardez, Bouygues qui exploite le pétrole, le gaz de Côte d'Ivoire et qui donne le courant à la Côte d'Ivoire. Bouygues. Parce que les gens sont en train de... Les petits préparés là, c'est pas Bouygues, c'est une entreprise. Eux, ils ne connaissent pas. Les petits là ne connaissent pas. C'est pourquoi il dit il ne fait pas de débat. Moi, je ne fais pas de débat. Moi, je ne fais pas de débat. C'est Bouygues qui exploite et qui donne le courant en Côte d'Ivoire. Mais, vous savez qu'il y a les centrales thermiques, les centrales hydroélectriques et tout. Mais, les centrales thermiques là, mais c'est le gaz qu'on prend pour alimenter ces centrales là. Mais le gaz là, ça vient d'où? C'est le gaz de la Côte d'Ivoire. Mais quand Bouygues veut facturer ce gaz à la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle fait? Il n'y a pas de prix entre Bouygues et puis la Côte d'Ivoire. C'est notre gaz, hein? C'est notre gaz. Elle prend notre gaz pour nous donner notre courant. Mais Bouygues facture le gaz de la Côte d'Ivoire au prix du marché international. Comment tu peux comprendre ça? La France qui n'a pas de gaz, la Côte d'Ivoire paye le gaz au même prix que la France qui n'a pas de gaz. Pourquoi? Pourquoi on parle de ça? Et ces bâtards-là sont exonérés de toute taxe. Les multinationales aujourd'hui de la France, ils sont exonérés de toute taxe. Bouygues ne paie pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Bolloré ne paie pas d'impôts en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, ouais, chaque année, chaque 5 ans, ils changent le nom d'entreprise. C'est pourquoi les petits Ouaouara disent non, ce n'est pas Bouygues, c'est telle entreprise qui gère le courant. Non, Bouygues a changé le nom. Pour toujours être, on m'a dit, bénéficier de l'exonération des taxes. Même quand Bouygues va sur le marché et se fournit en Côte d'Ivoire, quand on met TVA sur comment on appelle ça, la facture de Bouygues, Bouygues prélève les taxes qu'elle a payées à son fournisseur en Côte d'Ivoire. Et elle va donner ça à la Côte d'Ivoire comme facture. Ah, là-bas, là, je suis parti comment on appelle ça, à Fitissac. Je suis parti à Fitissac. Ils m'ont prélevé telle taxe. Donc, ça fait telle somme. Donc, l'État de Côte d'Ivoire, vous devez me rembourser ça. Et on lui rembourse ça. Il ne paye pas d'impôts. Mais comme ça, là, c'est pas bien là aujourd'hui qui sont en train de chercher nos frères. Ok, vous enrichissez sur le sang et la sueur de nos parents. Vous volez, vous enrichissez sur nos dos. Orange pompe l'argent des Ivoiriens. Vole l'argent des Ivoiriens, mais ne paye pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui sont en train de pousser nos frères. C'est eux qui sont en train de pousser nos frères. Mais ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Chers camarades, ça va aller. Le combat là, il est dur. Il est long. Parce que on ne veut pas prendre d'armes pour attaquer notre pays. Mais on va prendre armes toujours pour attaquer notre pays. C'est les innocents qui vont tomber. Donc c'est pourquoi on va avec le combat de façon pacifique. C'est pourquoi il est long. Mais on va y arriver. On va y arriver. Je voudrais ici apporter tout mon soutien à nos frères qui sont pourchassés aujourd'hui en France. Je voudrais exprimer toute ma solidarité envers nos frères qui sont pourchassés aujourd'hui en France. Vous avez mon soutien.
Vous avez ma solidarité. On est ensemble. Merci mon gars. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Et si vous rapatriez, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Si vous êtes rapatrié, ce n'est pas la fin du monde. On va se serrer les coudes. On va se donner les mains. On va développer notre pays. Ceux-là, ils vont venir se chercher chez nous. Ceux-là, ils viendront se chercher chez nous. En 2020, ils m'avaient pris, ils m'ont mis en garde à vue. Ils m'ont proféré des propos racistes. La France, c'est un pays raciste. Un pays raciste. Ils m'ont promis des propos racistes. Mais moi, je leur ai dit, à ceux qui m'ont dit ça, il dit un jour, je serai une autorité en Côte d'Ivoire. Et je vais poser des questions à des Français dans mon pays. Donc, prenez votre mal en patience. Sachez que je suis solidaire de vous. Je suis avec vous. Et on est ensemble. Alors, j'ai commenté l'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire en 2025. Et Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci à tout le monde. Merci. Partage la vidéo et puis abonne-toi.